Grand événement le 1er juin prochain sur la chaîne Twitch d'Arte, une émission Europarty, un jeu de rôle avec Fibre Tigre et plein d'invités exceptionnels. J'aurai le plaisir de présenter cette émission devant le théâtre de la Concorde à Paris. C'est gratuit, il y a plus de 600 places, il reste des places. Rendez-vous sur le lien WithEvent en description. Chers amis, je vous propose qu'on parle de politique. C'est parti pour l'actu de la semaine. Alors, l'actualité cette semaine, on voulait parler des derniers développements qui se passent autour de la guerre que mène Israël à Gaza. Malek, en France, la mobilisation continue. Tu étais l'un des organisateurs d'un concert qui a eu lieu hier soir au Zénith de Paris. Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter? Concert, je vous en avais parlé quand on était au Parlement européen, concert Solidarité Palestine avec un collectif, vous avez une belle photo derrière. C'était au Zénith de Paris, on était un petit peu moins de 7000, ou à peu près 7000 dans ces eaux-là, selon les organisateurs, selon la préfecture. Concert à l'initiative du rappeur Chief et de son label Houma Sweet Houma, avec notre collectif Not About Us, où on s'est dit qu'on voulait faire un petit événement qui allait rapporter des pépettes, que ça allait aussi nous permettre de donner la parole à des personnes concernées. Donc on a eu une infirmière de Palmed qui revient tout juste de Gaza, qui nous a raconté l'horreur qu'elle a vue là-bas. On a une étudiante de Paris 1 dont on a parlé du live Backseat notamment, et elle a deux de ses cousins qui sont morts depuis novembre à Gaza. Rima Hassan aussi est venue lire un poème, et à côté de ça il y avait des personnalités, Mehdi Maizi qui est journaliste rap, Walidia humoriste qui est venu également, et un plateau avec 15 artistes, ce qui a donné en réalité une petite soirée ascenseur émotionnel où on s'est éclaté sur des sons, et juste après on avait la réalité qui nous revenait en pleine face. Mais je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on vit depuis quelques mois. Et voilà, donc il y avait une cagnotte à côté de la billetterie. Et aujourd'hui, là, je peux vous annoncer qu'on est à plus de 100 000 euros. Waouh, GG. Bravo. Plus de 100 000 euros qui seront reversés à l'ONG Medical Aid for Palestinians, qu'on a choisi parce que rigueur, parce que l'accès humanitaire est entravé là-bas et qu'eux, ils ont des hubs sur place et qu'ils agissent au quotidien avec des soins médicaux. La cagnotte est encore ouverte jusqu'à mercredi prochain. On vous donnera un chiffre bien précis parce qu'on est encore en train de recalculer les coûts de prod, combien on a vendu de t-shirts, etc. J'ai un très beau t-shirt. Je précise que je l'ai lavé parce que j'ai transpiré dedans toute la soirée d'hier. J'ai marché 18 km la soirée hier soir, mais je l'ai lavé et il est bien propre et je le porte avec moi. Et voilà, et je fais un petit bisou. Je remercie tous les artistes qui sont venus, je remercie tous les participants et j'embrasse tous les organisateurs, tous les membres du label HSH. Je les cite très rapidement: Tif, Adil, Younes, Manon, Luna, et ceux qui sont venus comme moi en ad hoc, Ashraf, Lina. Voilà, je vous aime fort et on a vécu un truc très cool et je suis très fier de ce qu'on a fait. Bravo Malek, en tout cas, c'est un super projet. Bien joué pour la cagnotte. Je rappelle le bilan terrible, plus de 35 000 morts d'après le ministère de la Santé du Hamas. L'Agence des Nations Unies, UNRWA, parle de 75% de la population de Gaza déplacée. L'offensive israélienne sur Rafah a été lancée le 6 mai dernier, malgré les oppositions internationales. Cette semaine, le procureur de la Cour pénale internationale demande l'émission de mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, contre son ministre de la Défense et contre 3 cadres du Hamas. C'est la mise en lumière assez intéressante du rôle du procureur qui s'appelle Karim Khan auprès de la Cour pénale internationale. On va en parler. Ces requêtes doivent maintenant être examinées par la chambre préliminaire de la Cour. Cette semaine aussi, on a annoncé la reconnaissance de l'État palestinien par 4 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Dans ces 3 pays, Malte et la Slovénie ont aussi lancé des procédures en ce sens. On en est donc à 142 pays dans le monde, sur 193 États membres des Nations Unies qui reconnaissent l'État palestinien. La France ne le reconnaît pas, mais Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y avait pas de tabou. Fin de citation. Voilà, Léa, tu as fait du droit international, toi. Eh oui. Est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît, à comprendre ce que c'est qu'une demande de mandat d'arrêt international? Mais fort volontiers, pour une fois que je peux me servir de mes études. C'est quand même assez génial. Non, mais en plus, je précise que j'ai un master en droit international public, ce qui est précisément ces questions-là. Donc, je suis très contente de pouvoir briller en soirée. Non, plus sérieusement, donc effectivement, je voulais surtout parler effectivement des conséquences que peuvent avoir ces mandats d'arrêt, et plus particulièrement pour Netanyahou, parce qu'en fait,
fait, ce mandat d'arrêt en fait, a pour conséquence qu'il ne peut plus se rendre sur les territoires des pays qui ont donc ratifié la Convention de Rome, le statut de Rome, pardon, qui crée la CPI, qui reconnaissent la CPI. Le mandat d'arrêt n'est pas encore émis. Non, mais oui, effectivement, il faut attendre encore 2-3 semaines. Tu l'as dit. On est à l'état de la demande. Tu l'as dit en introduction. Il faut d'abord que effectivement les membres de la CPI analysent cette requête et voir si elle est effectivement confirmée. Mais bon, ouais, dans 2-3 semaines, ça devrait être plié. C'est assez rapide. Il y a un monde où c'est possible que ce soit pas confirmé ou... Aucune idée. Ça, c'est très difficile à dire. Mais je ne pense pas parce qu'en fait, comme là, ils font et c'est assez exceptionnel, qui décident dans une certaine mesure de requérir des mandats d'arrêt des deux côtés, en quelque sorte, parce que là, c'est ce qui s'est passé. Il y a, comme tu l'as rappelé, il y a aussi 3 responsables du Hamas qui sont visés, et le ministre de la Défense israélien ainsi que Netanyahou. Donc, en fait, pour les conséquences, ça veut dire que ces 5 personnes, quand les mandats d'arrêt seront effectivement actés par la CPI et par les juges, ne pourront plus aller sur les territoires qui reconnaissent le statut de Rome, des pays signataires qui sont 120, pas signataires, qui ont ratifié. Parce que typiquement, tu vois, genre les États-Unis sont signataires, mais ils n'ont pas ratifié. C'est pour ça que Joe Biden, il a dit que c'était absolument scandaleux, parce que de toute façon, il s'en bat les couilles. Il peut toujours avoir... Benjamin Netanyahu pourra toujours aller aux États-Unis. Voilà, exactement. Okay. En revanche, en Europe, ça va devenir vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et ça va contribuer à l'isoler encore plus. Autre élément qui est quand même assez important, et ça, finalement, c'est assez peu relevé dans les médias, comme beaucoup de choses, malheureusement, c'est que là, pour une fois, ça vise des personnes. Et c'est très important, parce qu'en fait, ça permet de ne pas viser des États ou des populations entières, et aussi de sortir des risques d'amalgame. Et ça, c'est vraiment super important. C'est assez fondamental, je pense, de le rappeler. Ça isole aussi les États-Unis. Ça met encore plus de pression sur Biden, qui, rappelons-le, on en parlera après, est en campagne. Ça met un peu un étau autour des États-Unis. Voilà ce que je voulais dire. Mais il y a aussi un historique. C'est pas nouveau. Enfin, c'est un historique. Le dossier sur ce qui se passe à Gaza a été ouvert par la CPI en 2014. Et pour justement aller sur place, recueillir des preuves, etc., etc. Il avait été il y a une étape supplémentaire qui avait été faite par la prédécesseur tu l'as rappelé, Karim Khan, qui est l'actuel procureur de la CPI, mais qui avait été mis à l'arrêt, qui a été mis en pause en 2021, lorsque le mandat d'arrêt contre Poutine a été analysé. Donc en gros, là, il y a des enquêtes qui vont être faites, et aussi les chefs d'accusation. Je pense que c'est important de les rappeler. Je vais les lire parce que c'est donc un article du Monde. Le procureur Khan a demandé au juge de la CPI donc de valider ces mandats contre à la fois Netanyahou et son ministre de la Défense Gallant pour des crimes contre l'humanité, pour extermination, meurtre, persécution et autres actes inhumains, ainsi que pour des crimes de guerre, pour meurtre, atteinte à l'intégrité physique et mentale, traitement cruel, attaque intentionnelle contre les civils et le fait d'affamer volontairement une population. Ce sont des actes des chefs d'accusation qui sont similaires pour aussi les responsables du Hamas. Donc voilà, les 3 responsables du Hamas qui sont visés. Donc voilà, finalement, une accélération aussi qui est montrée, un retour de la justice internationale, parce qu'il y a eu aussi la décision de la CIJ qui disait qu'il fallait faire en sorte, en janvier, c'était il y a quelques mois déjà, qu'il fallait faire en sorte que Israël fasse tout pour mettre en œuvre et éviter des actes de génocide. Donc c'est quand même assez fort. On voit un retour en force de la justice internationale, mais justice internationale qui, hélas, est encore en peine d'efficacité et d'effectivité, parce que comme on le sait, et ça, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi des professeurs de droit international, même à Assas, il faut le dire, puisque c'est... C'était à Assas j'ai fait mon master à Assas, pas tout juste ma dernière année, qui rappelle sans cesse qu'en fait, Israël s'assoit sur le droit international depuis très longtemps. Alors, il y a quelqu'un, j'ai vu dans le chat, qui demandait est-ce que ça change quelque chose que Israël n'ait pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale? Non, pas du tout, parce que... Non, puisque les actes qui sont commis le sont sur le territoire d'un pays qui a ratifié, qui est l'autorité palestinienne. En l'occurrence, pour vous répondre. Non, mais pour être assez clair, il ne va pas y avoir demain un camion de policiers qui va débarquer devant Netanyahou pour lui mettre des menottes au poignet et pour l'arrêter. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais ça pourrait arriver si, par exemple, il débarque en Europe. Mais en fait, les États ont l'obligation. La justice internationale est une justice lente. Mais la Cour pénale internationale a obtenu des condamnations en ex-Yougoslavie, au Rwanda. Ça a mis beaucoup de temps. C'est des tribunaux spéciaux, c'est pas. C'est des tribunaux spéciaux, tu as raison. Oui, non, de la CPI, qui a une compétence un peu plus large en fait. Donc,
En tout cas, il y a des enquêteurs de la Cour pénale internationale qui récoltent de la donnée sur le terrain, qui objectivent ce qu'il se passe et que ça consolide un dossier qui aujourd'hui a motivé le procureur à déposer une demande de mandat d'arrêt. On verra où tout ça mène, mais ça ne va pas être une grande révolution, ça c'est certain. Mais oui, juste, en fait, les États ont l'obligation, si par exemple une de ces 5 personnes se présente sur leur territoire, de les arrêter. Genre, c'est une obligation qui découle du statut de Rome. Tu dois répondre au mandat d'arrêt, effectivement, qui a été émis. Deuxième question, Léa, j'en ai parlé. 3 pays européens qui annoncent reconnaître l'État palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire en droit international, la reconnaissance d'un État ? Alors en fait, pour un État, il y a plusieurs critères. Et la reconnaissance par les États de sa souveraineté, en quelque sorte, les autres États, c'est le critère, c'est vraiment le critère, le dernier critère, en quelque sorte, pour dire oui, effectivement, c'est un État. Là, en l'occurrence, il faut quand même montrer, on peut, tu l'as dit d'ailleurs, 146 États désormais sur 193 quand même reconnaissent l'État palestinien. Et en fait, ça a été fait par vagues. Il y a eu d'abord une première vague de reconnaissance dans les années 60-70, ensuite à partir de 88, il y a eu pas mal de reconnaissance également. Et ce qui est assez inédit là en l'occurrence, c'est que ce sont des États européens, parce qu'en fait, il y a assez peu d'États européens qui reconnaissent l'État palestinien. Donc c'est intéressant de voir ce changement. Tu regardes la carte, c'est absolument magnifique. Tu as tout le monde, sauf l'Europe et l'Amérique du Nord. Ouais, voilà. Et je crois qu'il y avait la Suède quand même qui l'avait reconnu, je crois, dans les années 80 justement. Mais bref, et c'est quand même assez intéressant de voir. Après, est-ce que ça va effectivement faire un peu un appel d'air et que d'autres États vont se dire bon bah let's go. Ça divise pas mal au sein de l'Union européenne aussi quand même, c'est important de le dire. Et ça nous prouve qu'en fait plus en plus, même sur la scène internationale, on va vers vraisemblablement ce qui semble être le plus acceptable aux yeux désormais des pays dans le monde, c'est la solution à 2 États qui semble être désormais la solution idoine pour régler la situation. C'est pour faire accélérer cette solution à 2 États que les États, les 3 États ont de concert d'ailleurs annoncé cette reconnaissance de l'État palestinien. Est-ce que ça va forcer la main à la France ? Sacha, t'en penses quoi ? Je pense pas, parce que Stéphane Séjourné a rappelé il y a plusieurs jours que la position de la France restait la même sur le cas et que effectivement c'est pas un tabou de reconnaître l'État de Palestine, mais que c'est pas le bon moment pour le faire. Et c'est jamais le bon moment. Non, mais la question la question du timing se pose aussi, c'est-à-dire que la reconnaissance pour moi en ce moment là des 3 États, elle est surtout symbolique en fait. C'est surtout ça. Et effectivement, tu le dis, ça va nous emmener vers une solution à 2 États. Et c'est ce que disait un diplomate norvégien, ou le ministre des Affaires étrangères norvégien, pardon. T'as son nom ? Non. Non, je suis désolée. J'aurais bien aimé. Qui expliquait en fait que reconnaître l'État de Palestine, ça allait aussi forcer le Hamas, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, à reconnaître l'État d'Israël. Donc, ça emmènerait de facto vers un entre-deux, entre guillemets. En fait, c'est aussi forcer la main du Hamas que de faire ça. D'accord, ok. Non, c'est intéressant. Il y a la durée du droit international. C'est très lent. Il y a ça, mais à côté, j'ai l'impression que les réquisitions et ces pays qui se prononcent pour la reconnaissance de l'État palestinien, j'ai l'impression que c'est en train d'accompagner quand même une certaine évolution dans l'opinion publique. Tout à fait. Où en fait, on est vraiment en train de sortir de cette diabolisation de reconnaître les droits de civils palestiniens et la reconnaissance d'un État palestinien, c'est soutenir le Hamas, c'est soutenir les attaques du 7 octobre, c'est être antisémite. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de sortir de ça. Ça ne marche plus, ce petit stratagème. Encore une fois, l'idée n'est pas de nier qu'il y en existe, mais ce petit stratagème de diabolisation, je crois, ne marche plus et qu'on est en train d'évoluer dans l'opinion publique, et je crois que c'est une bonne chose. Oui, puis il faut souligner, je pense aussi, le courage en fait, de Karim Khan. Parce que c'est pas facile que de prendre cette décision. Et lui, il a été très rapide, et en juriste vraiment très objectif. Et bon, il est quand même procureur de la CPI. Je veux dire, c'est certainement un des meilleurs juristes de droit international pénal au monde. Que de dire, en fait, il l'a dit très vite. À la fois que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était contraire au droit international, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et aussi, à partir du 8 octobre, ce que faisait Israël à Gaza, c'était aussi contraire au droit international. En fait, il n'a pas vraiment attendu, tu vois, une certaine pression de l'opinion publique, c'est-à-dire de manière très objective, sur la base point du droit international en juriste. Il a tout de suite annoncé que vraisemblablement, il fallait aller voir ce qui se passait. Et c'est pour ça que ça a pris vachement de temps, parce qu'en fait, ils sont allés sur place, il s'est rendu sur place pour aller récupérer des preuves en Israël, mais aussi à Gaza. Et voilà, c'est un travail de ouf. Et
D'ailleurs, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a des mesures un peu de rétorsion. Souvent, typiquement, lorsque il y a eu le mandat d'arrêt contre Poutine, Poutine a décidé de faire des mandats d'arrêt, mais qui ne sont pas tout à fait des mandats d'arrêt, qui sont en gros, les juges de la CPI sont inscrits sur une espèce de liste où ils peuvent potentiellement être arrêtés par la Russie, tu vois. Donc c'est ouf. Mais j'ai écouté d'ailleurs l'émission Le Temps du débat, qui était très intéressante à ce sujet, où il disait que aujourd'hui, Karim Khan, il est archi protégé. Il est genre, il a pris un courage de fou, une décision qui est vraiment nécessaire, certes, mais qui n'était pas facile à prendre. Et je pense que c'est aussi important de dire que derrière ça, il y a des femmes, des hommes qui font leur travail au quotidien et qui sont vraiment menacés et mis en danger à cause de ça. Est-ce que ça donne de l'espoir de faire évoluer la situation ? Non, alors moi j'y crois pas trop parce que je pense que la population israélienne s'est pris dans la gueule en une semaine les mandats d'arrêt de la CPI, même si effectivement ils sont dirigés vers une personnalité. C'est quand même un peuple qui depuis 7 mois est ultra soudé, même si avant effectivement tout le monde, beaucoup d'Israéliens dénonçaient la politique d'extrême droite de Netanyahou. C'est quand même un peuple qui est extrêmement soudé sur son droit à exister et à être en Israël. Et j'ai peur que les mandats d'arrêt de la CPI plus la reconnaissance de la Palestine, ça les soude encore plus derrière la rhétorique extrêmement victimaire qu'utilise Netanyahou depuis 7 mois en fait. En même temps, il était temps, quoi. Je veux dire, c'était pas possible de faire autrement. Ouais. Je veux dire, il chie à la gueule du droit international depuis des décennies. Bien sûr, c'est plus possible en fait. Il y a un moment donné, si on veut qu'il y ait un minimum d'un système qui fonctionne un minimum. Alors certes, c'est une justice qui prend du temps, etc. Mais néanmoins, les règles existent. Les États sont partis de ces conventions. Donc, il faut faire appliquer, en fait, ces règles dans une certaine mesure. Alors, après, il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que la CPI ne peut pas juger si les accusés ne se présentent pas à la cour. Oui, ça, oui. Voilà. Non, mais il y a des juridictions dans le cas. Oui, voilà, exactement. Et voilà, c'est quand même un point assez important. Mais il y a aussi faut voir aussi ce que la pression internationale fait sur Netanyahou, là. Parce qu'à mon avis, ça change fondamentalement le paradigme. On en est où de la mobilisation en France ? Moi, j'étais pas en France, j'étais à Bruxelles dimanche. Je suis allée à la Grande Marche européenne. Ok, il y avait une grande marche européenne. Ouais, il y avait 40 000 personnes selon les organisatoristes. C'était fou, ça m'a fait un bien, mais de zinzin, d'être dans une ambiance aussi sereine. Il y avait des gens avec des enfants, ce que je vois plus en manif en France en fait. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Sur des kilomètres et des kilomètres, une foule mais incroyable. C'était trop beau. Les gens venaient mais vraiment des quatre coins de l'Europe. Et plein de gens assez différents qui étaient juste là pour en soutien au peuple palestinien. Et franchement, c'était super émouvant et je suis vraiment contente d'avoir fait l'aller-retour. C'était un très beau moment. Hier, à notre concert, on a donné la place à 7 associations qui sont mobilisées sur le sujet. Alors, ça allait de Youth for Climate jusqu'à La Palestine nous rassemble, Urgence Palestine, tous ces assos-là. Et elle voit, surtout depuis ce qui s'est passé à Sciences Po, à la Sorbonne, la mobilisation des étudiants, un élargissement de la mobilisation. Okay. Voilà, pour eux, ils n'ont pas l'impression que ça s'essouffle. On parle moins des facs bloqués. On parle moins des facs bloqués, mais par contre, dans les manifs, il y a un nouveau public. Ah ok, d'accord, intéressant. D'accord. Et ça les intéresse. Ouais. Il y a aussi un travail de pédagogie là qu'ils sont en train de faire et qui est important. Ils en avaient d'ailleurs hier, ils ont des kits archi pratiques pour expliquer notamment aux plus jeunes et pour aller dans les dîners de famille et parler un petit peu contexte international, même si c'est pas facile. C'est DEC exactement qui était présent hier soir avec l'Union juive des Français pour la paix. Non, l'Union française juive pour la paix, ok. Malek, tu voulais nous parler aussi des journalistes sur place qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que, alors déjà, hors contexte de guerre, c'est une vraie guerre pour avoir une information sourcée et fiable. Et c'est encore plus compliqué dans un contexte de guerre comme celui-ci. On a l'information, le dernier chiffre est un peu daté, mais on sait qu'il y a plus de 100 journalistes palestiniens qui ont été tués depuis le début du conflit. Tous les médias internationaux, les plus grandes agences de presse se sont mobilisées sur le sujet. Alors là, je demande à la spécialiste du droit international, mais normalement, les journalistes ne sont pas des civils, ne sont pas des combattants et doivent être protégés. Absolument. Je demande aussi à la journaliste qui est à côté de moi, Sacha, je te regarde. Et malheureusement, c'est tout sauf le cas. Donc on a des journalistes palestiniens qui sont en danger et qui risquent leur vie et qui meurent. Et à côté de ça, on a surtout un accès qui est complètement empêché pour les journalistes
étrangers. Absolument. On a vu cette journaliste de CNN qui était partie comme ça quelques heures en catimini, qui a pu aller dans un hôpital, faire quelques images et ressortir immédiatement après. Et ça aussi, je pense que ça devrait nous interpeller parce qu'on nous annonce des chiffres. C'est compliqué de les vérifier. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, par exemple, c'est les chiffres du Hamas. Voilà. Et que peut-être que l'histoire, un jour, nous dira qu'en réalité, ces chiffres sont sous-estimés. Parce que malheureusement, il est très compliqué aujourd'hui de documenter tout ça. Et il y a des rares journalistes qui font ce travail. Enfin, des rares, non, ils sont nombreux et ils font comme ils peuvent sur le terrain. Mais malheureusement, ils sont tous sauf protégés et un petit peu abandonnés aux yeux du monde. Et je voulais en dire un petit mot ce soir. Comme c'est souvent le cas dans les contextes de conflits armés, les journalistes ne peuvent pas se rendre librement sur le terrain. Ils sont obligés d'être en bed par l'armée, en l'occurrence israélienne, qui prend en charge les journalistes et qui, du coup, leur montre un peu ce qu'ils ont envie de leur montrer. Quoi. C'est un peu le problème du truc. Même si les journalistes restent indépendants et gardent leur œil critique, c'est quand même très, très difficile. Ils vont pas te montrer de massacres, ils vont pas te montrer... ils vont te montrer des trucs qui les arrangent. Quoi. Et c'est malheureusement, effectivement, assez souvent le cas. Ça a aussi été le cas en Ukraine, même si ça s'est un peu relâché avec le temps. Donc, Gaza, c'est l'endroit le plus dangereux pour les journalistes actuellement. Ouais. Dans le monde. C'est l'endroit le plus dangereux pour tout le monde, en fait. Enfin, je dis pour les journalistes, mais pour les journalistes, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour... Un des conflits les plus meurtriers pour les correspondants et les journalistes, ouais. Malek. Et puis pour les populations civiles. L'infirmière qu'on a reçue hier sur notre concert et qui a témoigné de Palmette, qui est allée à Gaza en mission, elle nous a raconté des scènes folles où elle était avec Raphaël Pitti, donc grand spécialiste, grand médecin de guerre et qui a tout vécu en réalité. Elle te raconte une scène un petit peu folle où à un moment, le docteur Pitti, il peut même plus réanimer parce qu'il n'a pas de brancard et il se retrouve lui-même perdu alors qu'il a de l'expérience. Il arrive et il dit, moi, ce que je vois là, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et il y a eu une audition donc, de tous ces soignants français qui ont été sur le terrain, audition à l'Assemblée nationale. Tous ces soignants-là demandent à être auditionnés et à être reçus par le président de la République. On leur dit non. Il y avait le match là, Variété Club de France avec le petit président de la République qui est parti faire un petit foot. Iman, l'infirmière qu'on a reçue hier, habite à quelques mètres du stade. Elle s'est rendue sur place. Elle a voulu remettre 2 courriers au président de la République. Elle a même mandaté sa fille pour remettre des courriers au président de la République. Et on l'a empêché de remettre ces courriers-là. Ce serait bien aussi qu'on puisse écouter ces soignants-là qui ont vu la réalité et qui peuvent témoigner. Et comme elle le dit, sous serment, ils ont très bien témoigné devant une commission, donc ils peuvent très bien le faire devant le président de la République aussi. Paradoxalement, une des choses qui peut avoir le plus d'effet sur le conflit israélo-palestinien, c'est le débat aux États-Unis de la présidentielle américaine. C'est un autre sujet qu'on voulait aborder ce soir. On connaît tous les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden, 77 ans et 81 ans. Ils sont donnés au coude à coude dans les sondages aux alentours de 40%. Il y a un petit nouveau aussi, un troisième qui commence à faire parler de lui, qui est le petit-fils de Robert Kennedy, donc Robert Kennedy Jr., qui est à 10%. C'est un avocat, défenseur de l'environnement, mais surtout anti-vax. Une belle personne. Donald Trump qui est toujours en procès, Biden qui est en difficulté dans l'électorat jeune suite à ses prises de position dans la guerre à Gaza. Et les deux candidats se chamaillent sur les réseaux sociaux, et ils ont conclu un accord pour débattre l'un face à l'autre sur CNN à la fin du mois de juin. Où est-ce qu'on en est dans cette campagne américaine dont on parle de plus en plus en France ? C'est le bazar. C'est le bordel ? Ouais, tu vois ça comme ça. Moi, j'ai pas mal suivi le procès Trump à New York, en fait. Ah ouais ? Je voulais vous faire un petit récap vite fait. En fait, c'est ma passion. J'ai un peu le droit, en fait. Non, mais voilà, ça me rattrape. C'est un procès qui a été lancé le 22 avril. Il est accusé notamment d'avoir violé la loi électorale en falsifiant des documents pour cacher les versements d'argent à Stormy Daniels, avec qui il a eu une relation sexuelle non consentie. Elle est revenue d'ailleurs longuement, c'était une des témoins clés devant le tribunal. Donc il faut savoir qu'il pourrait éventuellement... Il encourt quand même 3 à 4 ans de prison. C'est la première fois qu'un président des États-Unis en exercice et ou après est déféré devant un tribunal pénal tel que celui-ci. Il y a eu aussi un témoin assez clé qui est Michael Cohen, qui était son ancien conseiller, qui est celui qui a un peu géré les valoches de cash pour faire taire les histoires qui sortaient ici et là juste avant la présidentielle de 2016. Donc voilà, là il y a un verdict qui vraisemblablement devrait être rendu, je pense, la semaine prochaine. Qui est très attendu du coup. Qui est très attendu du coup aussi, mais bon, il faut savoir qu'il faut une unanimité pour qu'il soit condamné.
Donc s'il y a un seul membre ou une seule membre du jury qui est contre sa condamnation, il ne sera pas condamné. Néanmoins, ça lui met un peu du plomb dans l'aile parce qu'il a une obligation d'être présent au procès, même si il contourne cette obligation en payant des amendes. Le magistrat principal sur cette affaire est archi vénère contre lui. Il a même mis ce qu'on appelle un gag order qui en fait, il lui demande d'arrêter d'insulter les gens pendant le procès, etc. Apparemment, c'est vraiment nimp. Mais c'est quand même assez intéressant. Moi, je voulais qu'on parle de Stormy Daniels, qui est donc cette personne qui s'est retrouvée, c'est une actrice américaine, qui s'est retrouvée un peu malgré elle dans toute cette tourmente. Ouais. Parce qu'elle a été violée il y a longtemps. C'était un peu... Alors, je sais plus, je crois que c'était en 2015. Son affaire dure depuis longtemps. Oui, l'affaire dure depuis longtemps parce qu'en fait, il y a un tabloïd qui a fait fuir l'affaire 15 jours avant la présidentielle, si j'ai bien compris. Donc, il y a eu un agrément, un contrat qui a été signé entre elle et Trump pour qu'elle se taise, en quelque sorte. Elle voulait pas que ça se sache. Elle a une vie, elle a un mari, elle a une petite fille. Enfin bref, elle voulait pas que ça se sache. Elle voulait pas que cette histoire sorte. Donc du coup, elle a effectivement signé cet accord. Elle a reçu, je crois, $130 000 pour se taire. Elle était d'accord pour se taire. En fait, malgré elle, l'histoire est sortie. Parce qu'après, il y a notamment, je crois, c'était pas le Washington Post, mais bon, bref, un autre journal qui a digué, qui a ressorti l'affaire. Le fait aussi qu'en fait, il contrevenait aux lois électorales avec ses versements et ses falsifications de documents, etc. Il faut savoir que Michael Cohen a été condamné et qu'il a fait de la prison. Il a fait 13 mois de prison et qu'il est sorti en liberté conditionnelle, en quelque sorte, parce qu'il a dit « Ok, je veux bien coopérer avec la justice sur cette affaire ». Et donc, je voulais juste parler de Stormy Daniels et de dire que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, est vraiment parfaitement scandaleux. Elle, son mari a voulu divorcer. Il a divorcé. Elle se retrouve un peu à devoir vivre une vie cachée, en quelque sorte. Tout le monde la traite... tout le monde l'insulte. Tout le monde insulte sa fille. C'est vraiment absolument abominable. Et on en parle très, très peu. On parle beaucoup de Trump, de ceci, de cela, mais on ne parle pas d'elle et de ce qu'elle a vécu. Tu as bien raison d'en parler. On a l'impression qu'il va y avoir une catastrophe annoncée, c'est le retour de Trump au pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est pas pris très au sérieux comme menace, notamment en Europe. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ce que ça représente, le retour de Trump au pouvoir ? Parce que c'est une extrême droite particulière, Trump, maintenant. Depuis le 6 janvier, depuis la radicalisation de sa base militante, etc., on a quand même le retour d'une extrême droite américaine extrêmement violente qui menace la solidité de l'establishment américain, de l'État américain, du gouvernement américain, et par là même, du coup, la solidité du monde entier. Parce qu'on pense, nous, avec notre guerre en Ukraine, avec l'OTAN, les menaces sur les financements de l'OTAN, sur le financement de programmes joints diplomatiquement. Donc, c'est quand même quelque chose de pas neutre, le retour de Trump au pouvoir. Je pense qu'on est exactement dans la même situation que 2016 où on se disait c'est un mec pas sérieux, il a fait de la télé-réalité, c'est juste un mania de l'immobilier, il sera pas très dangereux. Et moi j'ai l'impression qu'il s'est passé 4 ans où on a plus l'épisode du Capitole, effectivement, où on n'a toujours pas pris la mesure de la dangerosité et du retour du populisme aux États-Unis. Donc voilà, j'ai l'impression que ça ne nous touche pas du tout en Europe, que ça nous touche encore moins en France, qu'on est effectivement pris dans d'autres préoccupations avec notre propre populisme. Voilà, avec notre propre populisme en plus. Mais non, pour moi, c'est exactement la même situation que 2016. Et j'ai l'impression que les affaires qui couvent pour Donald Trump n'y changent absolument rien, surtout auprès de l'opinion américaine. Et c'est ça le plus inquiétant, en fait. Oui, sachant que s'il est condamné, il peut quand même être président. Il y a un énorme flou juridique là-dessus. Il y a un risque là-dessus. Il n'y a pas un risque d'inéligibilité. Il y a quelqu'un qui dit « Je pense que Trump est plus dangereux que 2017 ». Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Trump est plus dangereux maintenant qu'en 2017. Parce qu'il y a un côté, j'ai perdu le pouvoir une fois, je ne le perdrai pas 2 fois. Quoi. Voilà, on a raté le 6 janvier. À partir du moment où il a lâché les chiens, si je peux me permettre l'expression, avec le Capitole, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. À l'époque, c'était le mur pour les... Le Mexique. Pour le Mexique. Ouais. Et puis là, maintenant, c'est oui. Si on n'arrive pas à avoir le pouvoir par les élections, peut-être qu'on va le prendre par la force. Et ça fait peur. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'en vrai... Ah non, c'est pas... Est-ce qu'en vrai, c'est... C'est pas à toi de poser les questions pour un Non, mais pouvoir. si, vas-y. J'ai une petite question. C'est... Pourquoi je crois que c'est la merde des élections américaines ?
Pourquoi je crois qu'il y a un truc, on n'est jamais content du cast. Pourquoi c'est toujours la même? Obama, c'était cool déjà, quand même. T'as une raison. Obama 2008, oui. Obama 2008, pas Obama 2012. T'as une raison, déjà, c'est le bipartisme. Les États-Unis, c'est un système bipartisan. T'as que 2 partis, donc t'as que deux candidats. Moi, je vois des jeunes Américains parler de politique sur TikTok, sur Insta, etc., qui regardent les Français en se disant putain, mais là-bas ils ont genre 14 candidats, c'est incroyable, c'est trop bien. Une petite hype Bernie Sanders mais tout à fait. En 2016. Mais elle est toujours valable. Dans les primaires démocrates en 2016. Ouais. Mais attends, mais auprès des jeunes, les sondages actuels veulent le retour de Bernie en fait. Je sais pas quel âge il a, il est dans le même ordre d'âge il a 80 balais. C'est un vieux monsieur aussi, mais il représente l'aile gauche du Parti démocrate et il est effectivement très populaire. Il était déjà très populaire chez les jeunes, chez les étudiants, qui sont notamment aujourd'hui les étudiants qui font pression sur Biden sur la question du Hamas. Sur la question de Israël-Palestine. Sanders, il a permis aussi l'émergence de personnalités comme Ocasio-Cortez. Ouais, tout à fait, ouais. Donc il y a un élan chez les jeunes pour Sanders. Après, Bernie a aussi ensemble au pouvoir. Ouais. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le vote des jeunes. Alors, j'aime pas dire des jeunes parce qu'il y a plein de jeunes différents, mais j'ai écouté une émission assez intéressante. Je vous invite d'ailleurs, pour celles et ceux qui s'intéressent aux élections américaines, il y a une émission de politique hebdomadaire du New Yorker qui est vachement bien foutue. Bon, c'est en anglais, hein, mais voilà, c'est très éclairant et très intéressant. Et qui disait justement, qui revenait sur le vote des jeunes, etc. Est-ce que ça va être décisif pour la campagne? Et en tout cas, sur les sondages qu'ils ont pu faire, il y avait le fait que Bernie Sanders manquait au casting et qu'il y avait encore beaucoup de jeunes assez politisés qui étaient très attachés en fait à ce qu'ils portaient, aux valeurs qu'ils portaient. Il y avait aussi le fait que auprès des jeunes femmes, mais aussi hommes, il y a la question de l'IVG qui est assez centrale. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Moi, je ne veux pas vivre dans un état où l'IVG n'est pas possible ». Donc ça, il y a quand même... Et d'ailleurs, on voit que Trump commence à changer un peu son fusil d'épaule sur ces questions-là. Il a toujours été très coulant sur les questions. Là, il est de plus en plus ambigu, en fait. Il est de plus en plus ambigu parce qu'il sait très bien qu'il peut à la fois fâcher une partie de son électorat, mais aussi fâcher une autre partie de son électorat, quoi qu'il dise en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, c'est quand même lui qui a nommé à la tête de la Cour suprême les juges qui ont permis de renverser l'arrêt Roe versus Wade, qui permettait justement une constitutionnalisation du droit à l'IVG aux États-Unis. Donc il est quand même très responsable, mais c'est une question qui peut avoir effectivement un aspect assez important. Et moi, quand j'étais déjà aux États-Unis au mois d'octobre l'année dernière, on voyait que c'était central en fait dans le débat politique, le recours à l'IVG. Oui, c'est vrai. Et ça peut. Et puis il y a aussi, on parle de Taylor Swift. Oh wow. Alors, est-ce que Taylor Swift peut avoir un impact sur le vote? Dans tous ses concerts, Taylor Swift, elle incite les jeunes à aller voter. Elle leur dit pas pour qui? Oh bah elle a quand même aussi, elle l'a vraiment sorti. Si, elle a fait campagne pour des candidats démocrates dans son État, etc. Si. Elle est, elle a commencé à faire. Il y a quoi, 4-5 ans, c'est assez récent, mais oui, si. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'élection, Taylor Swift? Il y en a qui disent que oui. Je sais pas, vous en pensez quoi? Pour les indécis, peut-être. Ouais, peut-être. Pour des abstentionnistes. Mais du coup, ils s'abstiennent quoi qu'il. Honnêtement, j'en sais rien. Putain, vous y croyez, vous, à ce truc de... Les Swifties vont changer le monde? Parce que Taylor, elle a... Non, parce que j'essaye, moi, de transposer le truc. Après, on réfléchit avec notre cerveau de français. C'est ça, tu vois, on réfléchit aussi avec nos cerveaux de français où on se dit, on n'imagine pas, je sais pas, Vianney, Slimane ou Vita aller soutenir un ou une candidate à la présidentielle. Attends, mais tu plaisantes, il y avait Doc Génico qui avait soutenu Sarko. Ouais, faut pas l'oublier. Et Stevie Boulet. Et on parlait de télé-réalité tout à l'heure. Et Faudel. Qui avait chanté Je veux vivre. Les soutiens de ouf. Non, mais en vrai, moi j'y crois. Elle fait très peur aux Républicains. Elle fait très peur aux Républicains qui, du coup, lui cassent la gueule sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, c'est une partie de ses fans, les Républicains. Elle a un public assez conservateur aussi, quoi. Elle plaît à tout le monde. Elle plaît à tout le monde, mais moi je crois pas que les artistes jouent un rôle majeur dans les élections. J'y ai jamais vraiment cru à ce truc-là, mais ça remonte probablement à mon traumatisme de 2007, effectivement. Vraiment, j'en pouvais plus. Parce que même du côté Ségolène Royal aussi, c'était festival de chanteurs. Qui soutenait Ségolène, je me souviens plus. Meeting de François Hollande au Bourget, Yannick Noah avait chanté. Et Yael Naïm pour la victoire. C'était Yannick Noah avant d'apprendre qu'il y avait sur les sous, les déclarations, sur tout ça, on n'était pas totalement clair. Ouais, non. Mais genre, toi, c'est qui ton artiste préféré?
Oh, wow. Mais j'en sais rien. Déjà d'une, j'en sais rien. Et de deux, est-ce que mon vote dépend de ce qu'un artiste va dire? Mais je sais pas. Tu sais pas? Non, t'as pas un artiste que tu kiffes de ouf? Moi, c'est Toxic Avenger. Mon ok, s'il dit va voter pour. Ouais, il dira pas ça. Mais non, c'est pas notre culture aussi. C'est pas du tout notre culture. Et puis par ailleurs, attention, je ne suis pas représentatif de l'électeur moyen. Hein. Pas du tout. Moi, je suis passionné de politique. J'ai le nez dedans depuis 20 ans. Voilà, donc oui, forcément, je ne suis pas comparable avec d'autres types d'électeurs qui peuvent être motivés pour des raisons extrêmement différentes. Mais en tout cas, ça doit forcément marcher parce que moi je le vois, même sur la précédente campagne, je me souviens de Key and Peele, qui sont des humoristes américains super connus. C'est pas Jordan Peele, c'est l'autre du coup, qui avait soutenu Biden. Enfin, les célébrités font vraiment font ça aux States, quoi. Mais comme Kanye West, Kanye West qui soutient Trump. Oh, fatigue aussi celui-là, pardon. Mais bref, c'est un vrai délire quand même aux States, je pense. Effectivement, t'as raison, Sacha. On n'a pas la culture. On n'a pas le logiciel. C'est vrai. Je suis complètement d'accord. On n'a pas le logiciel. On n'a pas le logiciel et on attend de voir avec fébrilité ce qui va se passer dans le cadre de cette campagne américaine. Ouais, c'est ça, exactement. Autre sujet qu'on voulait aborder cette semaine, les amis, le Festival de Cannes qui a été très politique cette année. Le Festival de Cannes, on a l'impression que c'est un événement mondain et un peu lointain, mais derrière toute cette actualité se cachent en réalité des tiraillements de la société française et c'est assez passionnant à regarder. On a été marqué par la robe de Cate Blanchett aux couleurs du drapeau palestinien. Il y avait le aussi eu Leila Bekti. Absolument, il y a aussi eu quelques mois après le MeToo Cinéma, Judith Godrèche qui a participé au Festival de Cannes et qui était très attendue. Ce festival a encore été marqué par le MeToo Cinéma. Est-ce qu'on est à une phase de prise de conscience du cinéma ou est-ce qu'on en est encore loin? On a vu qu'Edouard Baird avait été aligné par 4 femmes, c'est tombé aujourd'hui dans Mediapart. 6 femmes, pardon. C'est tombé dans Mediapart pour des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel. Ouais. Est-ce qu'on est à un moment où le cinéma prend conscience du mouvement MeToo ou on en est encore loin? Ça a l'air de te faire marrer, Léa. Non, ça me fait pas marrer, je souffle parce que ça m'énerve en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui en sont très 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 conscientes, notamment les victimes en fait de ce système. Elles sont parfaitement conscientes de ce qui se passe. Et puis il y a effectivement la résistance de ceux qui sont là, bon non, mais de toute façon dans le monde de la culture tout va bien. Puis de toute façon c'est de la culture, c'est pas de la politique. Je vois pas pourquoi on rapproche ça. Bref. Du coup je me suis dit c'était ma petite, parce qu'on a des cartes blanches là, c'est nouveau. Il y a le retour des cartes blanche, c'est ça? Donc il y a carte blanche ou il n'y a pas? Ouais, vas-y. Si. Ouais, ok. Déroule. Vas-y, c'est bon, je suis chaud là. C'est pour ça que je t'ai lancé. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Putain, je suis nulle. Non, mais faut me dire, Léa, maintenant c'est ta carte blanche. Parce que c'est le retour des cartes blanches. Moi, j'avais pas pigé et je trouve ça trop cool. Bref, du coup, je fais ma petite carte blanche sur Cannes. Déjà, je commence par les points négatifs, d'accord? Comme ça, au moins, je plombe bien l'ambiance. Mais on finit sur des trucs plus cool. Il y a eu cette histoire de liste noire, la fameuse rumeur qui a été propagée sur les réseaux sociaux, notamment par un compte complotiste, et qui a été quand même reprise dans la presse, selon laquelle Mediapart aurait une liste de personnes accusées de violences sexuelles et sexistes, etc. Donc tout le monde était en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Bref, il y en a qui se sont chiés dans le froc vénère. Et puis il y a Mediapart qui a quand même démenti en disant en fait non, nous ce qu'on fait c'est quand même des enquêtes, on n'a pas du tout de liste qu'on va balancer comme ça. Bref, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, ça porte quand même atteinte au mouvement et ça donne un peu de l'eau au moulin de ceux qui disent « Mais vous voyez bien que ça va trop vite, de toute façon, il y a une liste qui va sortir, vous voyez bien, c'est l'Inquisition, c'est ceci, c'est cela. » Donc c'est quand même un peu chiant, notamment à un moment où en parallèle, on a quand même une centaine de personnalités qui font la une du Monde à l'initiative de la Fondation des femmes pour demander une loi globale sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc c'est quand même très, très paradoxal tout ça. Et on voit tu vois, il y a 2 mouvements en fait. Ouais. Il y a celles et ceux qui veulent vraiment avancer, qui veulent faire en sorte d'éradiquer les VSS, les violences sexuelles et sexistes, mais à tous les niveaux, pas que dans le cinéma, en politique, de partout. Et celles et ceux qui vraisemblablement n'ont pas du tout envie que les choses changent. Bref. Il y a un autre élément qui était quand même très énervant aussi, c'est qu'en parallèle du Festival de Cannes, on a appris que Gérard Depardieu allait tranquillement avoir un nouveau rôle au cinéma. Très bien. Autre élément aussi très important et qui est très énervant,
recul de la parité qui a été souligné par le collectif 50-50, qui fait état du fait qu'il y a seulement 29% des réalisatrices qui sont des femmes, contre 31% en 2023, donc il y a un recul. Mais, il y a eu quand même des points positifs, et je souhaite quand même à souligner le fabuleux discours d'ouverture de Camille Cotin, qui a un peu donné le ton dès la première minute en disant, je cite, « Je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes de Vortex Canois suite à l'adoption de la loi MeToo, et on s'en félicite. » Ça, c'était assez bien. Il y a eu aussi la présentation du court-métrage, tu l'as dit, de Judith Godrèche, qui s'appelle Moi aussi, et qui offre en fait une voix à un millier de personnes victimes de violences sexuelles et sexistes. Et ouais, il y a toujours des mais, où l'on ne voit sur l'affiche que des personnes blanches. Aucune personne racisée qui est représentée dans cette affiche. Donc c'est quand même un peu énervant. Et en plus, ça contribue encore et encore à l'invisibilisation des personnes racisées dans le mouvement féministe, sachant que quand même, il faut le dire, la personne qui a lancé le mouvement MeToo, c'est Tarana Burke, et c'est une personne racisée. Donc c'est quand même c'est très agaçant. Il y a eu aussi des annonces qui ont été faites par la ministre de la Culture, avec notamment la mise en place de la conditionnalité des aides du CNC à la présence de responsables d'enfants sur les tournages. Il y a eu aussi la signature de 2 avenants à la Convention collective nationale de la production cinématographique, un pour améliorer la formation des équipes pour les scènes d'intimité et un sur la condition d'emploi des artistes de moins de 16 ans. Et puis, il faut bien le dire, il y a eu la fabuleuse robe de Cate Blanchett qui, aux couleurs du drapeau palestinien, et en vrai, ça détonne. Ça détonne sincèrement dans un milieu où le silence sur ce qui est en train de se passer à Gaza est vraiment, mais totalement assourdissant. Un peu comme si le cinéma n'était pas capable de s'emparer de ce qui était en train de se passer. Donc voilà, moi je tiens à saluer, alors il y en a qui disaient, ouais, non, c'est un effet d'optique, elle n'a pas vraiment voulu le faire. Si. C'est une actrice qui s'est engagée dès le mois de novembre pour dénoncer ce qui était en train de se passer et pour dénoncer aussi le silence d'Hollywood. Hollywood qui, rappelons, a quand même un enjeu et une force politique très forte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu, ils ont une force géopolitique et une force de frappe qui est assez forte. Donc voilà, merci Cate Blanchett, parce que c'était quand même très important. Et putain, qu'on ne parle pas de ce qui se passe à Gaza pendant ce festival, moi ça me fout les poules. Mais personne n'en a parlé au micro ? Bah non. Alors il faut attendre la cérémonie de clôture, peut-être. Oui, peut-être, qu'il va se passer quelque chose. Hélas. J'ai des copains à Cannes et tout le monde est plus ou moins fébrile. Il y a un collectif pour le cessez-le-feu et même là, certains acteurs, actrices sont un peu frileux à l'idée de mettre le petit pins pour le cessez-le-feu. Voilà, il y a Leila Bekti qui allait plus loin avec le petit pins aux couleurs du drapeau de la Palestine. Il y a Cate Blanchett, ok, mais on voit bien que c'est un sujet un peu tabou là sur ce festival-là. Et elles sont super isolées, quoi. Il y a Totalement. Quelques personnes isolées. Je vais reparler encore une fois de mon concert, mais j'ai voulu inviter des acteurs. Alors, pour beaucoup, il y avait le festival de Cannes, mais tout le monde n'était pas au festival de Cannes, disons-nous les choses. Et beaucoup étaient frileux. Enfin, en off, ils sont OK pour te dire oui, voilà, on soutient la cause, mais beaucoup étaient frileux pour venir parler. Mais ce qui questionne. Je vais faire du Pascal Pro. Je pose des questions. Je pose la question. Non, mais bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement d'ambiance dans ce festival de Cannes, mine de rien, avec l'affaire Depardieu, puis la prise de parole de Judith Godrèche ? Est-ce qu'on n'est pas dans un festival de Cannes qui commence à s'améliorer ? J'ai pas l'impression. Moi, de ce que j'ai pu beaucoup lire, c'est surtout que l'organisation du Festival de Cannes avait peur et que tout le monde était fébrile et que c'est un peu chacun pour sa pomme, en fait. C'est un peu, est-ce que mon nom va sortir ? Et il y a un climat, du coup, d'inquisition qui s'est un peu mis en place, a priori, à Cannes. Mais c'est ça qui est fou, en fait. C'est jamais un milieu qui se remet en question, a priori. Enfin, les femmes dénoncent, le reste ne se remet pas en question, quoi. Donc tout le monde a un peu peur pour ses fesses. Oui, on en est à se féliciter qu'il n'y ait plus de rendez-vous dans les chambres d'hôtel, quoi. Voilà. C'est quand même pas un problème. Malek. Le vrai sujet là sur le festival de Cannes, enfin juste avant le festival de Cannes, pour avoir des potes qui sont dans ce game là du cinéma, quand la liste vraie fausse liste de Mediapart sort, fuite, quand ça commence un petit peu à circuler, le sujet n'est pas de savoir qui a fait quoi, comment on doit réagir, mais c'était pour certaines agences d'enterrer les talents d'autres agences en faisant ou des fois amplifier une rumeur qui n'est donc qu'une rumeur, ou des fois on vous l'enterre des accusations qui sont des fois réelles pour leur propre talent. C'est ça, donc voilà, c'est un petit jeu de stratégie, c'est de la politique en réalité. Voilà, c'est vicieux, ça me dégoûte. Et quand tu entends Vincent Lindon te dire femmes, montrez-moi, voilà, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, montrez-moi comment faire pour lutter pour votre cause.
tu te dis que l'affaire de la charge mentale est pas du tout réglée en France pour le coup, parce qu'il faut faire une liste à Vincent Lindon pour lui montrer comment bien se comporter avec les femmes et comment être un allié dans cette situation-là. Donc moi, je pense pas que le cinéma avance. Je pense que les femmes s'égosillent, qu'elles dénoncent, ce qui est déjà quand même bien et qui est pour le coup une belle avancée. Mais le monde du cinéma en soi, ce microcosme-là. Pour l'instant, tant que Gérard Depardieu aura des rôles alors qu'il sera accusé d'agression sexuelle et de viol par plusieurs femmes, on s'en sortira pas. Le cinéma américain a avancé. Le cinéma états-unien, pour être plus précis, a avancé. Mais c'est le cinéma français qui est à la traîne de zinzin. Ok. En quoi il a avancé le cinéma américain ? Il y a eu l'affaire Weinstein, etc., qui a quand même bougé des choses, tu vois. Je veux dire, la première vague MeToo dans le cinéma, ça venait surtout des US, quoi. Et il y a eu déjà une vague MeToo en France dans le cinéma. C'est pas la première, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. C'est une grosse vague qui dure depuis très, 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 très longtemps. Et il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Donc, c'est assez inquiétant. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui ressort. Je veux dire, actuellement, Gérard Depardieu, c'est assez emblématique, même sur la scène internationale. Dans le monde du cinéma, tout le monde sait qui c'est. Et qu'on lui file encore un rôle maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres personnes qui se disent « Les Français, peu me fier ». Bon, sinon, on a eu Rachida Dati qui s'est affichée avec Kevin Costner. Voilà, ça c'est candidat de télé-réalité. Politique. Non, je voulais vous signaler une excellente vidéo qui a été faite par le camarade Bolchegeek sur la chaîne YouTube de l'Humanité, du journal L'Humanité, une vidéo sur le Festival de Cannes, sur la politisation du Festival de Cannes, et il rappelle dans cette superbe vidéo que le Festival de Cannes est né comme un festival politique. C'était un festival antifasciste opposé à la Mostra de Venise, qui était dans l'Italie de Mussolini, et il retrace toute l'histoire du Festival de Cannes à travers ces polémiques, soi-disant ces polémiques. On a l'air d'être surpris chaque année d'une politisation des prises de parole au micro des personnes qui remportent la palme, alors qu'en fait c'est tous les ans, c'est politique le Festival de Cannes, le cinéma est politique, les gens qui le font sont politisés. Et du coup, c'est pas étonnant que le Festival de Cannes soit politique. C'est une manière qu'il a de répondre, je trouve, très habilement aux gens qui disent « Oh, il faudrait pas qu'on parle de politique au cinéma. Dépolitisons le Festival de Cannes. On est là pour le strass, les paillettes et le glamour. On est là pour parler de cinéma, on n'est pas là pour parler de politique. » En fait, c'est un peu synonyme. Après, je pense que ça en arrange bien certains qu'on leur dise contentez-vous de vos strass et de vos paillettes et ne parlez pas du reste, pour le coup. Mais oui, très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Ouais, non, vraiment une super vidéo. Non, puis enfin, vraiment, il y a une question que j'avais notée, mais je vais vous la poser. Salut Jean. Non, pardon, je suis un peu fatigué. La question, c'est qui ça intéresse vraiment, Cannes ? En vrai. Les journalistes de Télérama, les journalistes culture de se dire les choses. rédaction. Ouais, voilà, le microcosme de la production audiovisuelle. Mais là, je vais à Cannes. On s'en était rendu compte pendant le Met Gala où toutes les célébrités françaises, enfin surtout américaines et quelques célébrités françaises ont été invitées et c'était ça a été une espèce de parenthèse totalement vulgaire, et les Américains s'en sont rendus compte aussi, parenthèse un peu vulgaire en plein milieu de la guerre à Gaza. C'est clair. Et tout le monde était là, vous êtes en train de défiler dans des tenues en des tenues de ouf, alors qu'il y a un génocide au Moyen-Orient. Enfin, je pense qu'on a une vision de ce monde qui est très nombriliste aussi. C'est un monde qui est très nombriliste, qui est très centré sur lui-même, qui est très concentré sur lui-même, qui ne parle que de lui-même, qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Et ça nous étonne quand je sais plus comment elle s'appelle, Justine Triet fait son discours contre la réforme des retraites au Festival de Cannes, alors que c'est la vidéo de Bolchegeek le dit très bien, c'est dans la culture de ce festival d'être politique. Mais il y a aussi, le mouvement Blockout 2024 là, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu. On en a parlé la semaine dernière. Ah oui, pardon. J'ai pas regardé l'émission, j'avoue. Mais bref, moi je l'ai découvert cette semaine. Pardon. Vincent, on a fait une fabuleuse chronique. Mais je me disais, alors, je vais défendre un peu Cannes, alors qu'en vrai, je refuse à chaque fois d'y aller, alors qu'on me propose en vrai d'y aller. Allez, comment il est hypé. En fait, il y a plusieurs Cannes. Il y a le Cannes de est-ce que t'as ton accrédit à Cannes, tu vas à la soirée Magnum et tout. Ça, c'est le Cannes qu'on déteste. et après, il y a un vrai. Il y a des sélections un peu parallèles à Cannes, avec des films qui ne sont pas les gros films dont on parle, mais qui sont des films archi intéressants. J'en ai recommandé un dans le chat et je vous conseille d'aller le voir dans quelques mois. Et ça, c'est le Cannes des cinéphiles, des gens qui le font pour l'amour du cinéma, et voilà, qui vont pas forcément tous faire la montée des marches, qui sont dans
un tout petit théâtre à Cannes, mais il y a ce Cannes-là qui existe et il faut en parler aussi. Le pire, c'est un certain regard, par exemple. Les influenceurs sur le tapis rouge, il y avait des influenceurs qui étaient invités, mais il y a toujours il y a des sportifs, il y a toujours, c'est à peu près n'importe quoi aussi maintenant c'est devenu un endroit, enfin on invite des influenceurs, c'est un endroit d'influenceurs, un lieu d'influence. C'est un lieu d'influence, oui, complètement. À quand Backseat Cannes? Oh waouh. Au pied du tapis rouge. Backseat spécial cinéma et politique. En vrai, ça se défend. Il va falloir regarder des films. Ah oui, si. Ah pardon, je voulais parler quand même de David Lignard. Le maire de Cannes. David Lignard, oui, le maire de Cannes, le maire des Républicains. Qui a réagi à cette inquisition abominable. Oh mon Dieu. Oui, qui a réagi en disant ah non mais c'est pas possible, ça va trop loin, MeToo, tout ça, voilà, ça a juste donné du grain à moudre. C'est ça le problème. À ses tâches. David Lignard, qui est une des étoiles montantes de la droite depuis le Covid. Tu parles de l'étoile. Depuis le Covid, David Lignard, qui est une personnalité assez intéressante, un libéral pur, très conservateur et très libéral, très les républicains, qui a le vent dans les voiles et qui est un bonhomme à suivre. On lui déroulait beaucoup le tapis rouge au Figaro. Je me souviens qu'on avait dit que c'était effectivement déjà à l'époque la pépite de la droite. Il s'était fait connaître par une tribune au Figaro, très bien écrite, très de droite. Alors que tout le monde sait que c'est Aurélien Taché. Sur la complexité administrative et sur les non, pardon, sorties qu'on signait. Pas Aurélien Taché. Pradier. Oh là là, ça a plu. Pradier, il est indépendant. Tu peux me virer, Jean. Je crois que j'ai fait mon temps. Donc oui, mais David Lignard, un mec de droite qui a le vent dans les voiles et qui est à suivre. Qui est extrêmement intéressant. Chers amis, je vous propose qu'on s'arrête là. On marque un temps de pause. On va se faire 10 minutes de pause et on se retrouve après la pause avec notre invité politique, la sénatrice écolo Mathilde Ollivier. C'est la plus jeune sénatrice du Sénat. On en parle avec elle juste après la pause. C'est parti pour la pause.